Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le 10e épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui je ne reçois pas un mais deux invités, Thomas Briand-MacGregor et Esteban Perrin, qui sont Digital Imaging Technician, plus communément appelés DIT. Bonjour Thomas et Esteban, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Florian. Salut Flo. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Esteban Perrin, j'ai 27 ans, je suis DIT depuis 3 ans, et voilà, j'aime faire de la moto quand je travaille pas, mais je travaille beaucoup. Et moi je suis Thomas du coup, j'ai 34 ans, je suis DIT, alors j'ai commencé à bosser en 2010 et j'ai fait un peu d'autres métiers avant, j'ai fait un peu d'événementiel où je faisais de la vidéoprojection, j'ai fait de la Fantôme, qui est une caméra qui fait du ralenti ou qui a un fonctionnement spécial, on envoie des opérateurs avec. J'ai fait beaucoup ça pendant 5, 6, 7 ans qui m'a amené au métier de DIT qui est assez proche. Et je suis vraiment DIT à 100% depuis 5 ans maintenant, je pense. Ok. Et justement, parlant de DIT, est-ce que vous pouvez un peu nous vulgariser ce métier de DIT ? Alors le métier de DIT, c'est un métier qui est apparu avec l'apparition du numérique au niveau de la caméra. Quand on est passé sur des caméras numériques, il a fallu des techniciens spécialisés qui aient une bonne connaissance de la technologie pour en tirer le maximum. Maintenant, ça s'est simplifié avec les caméras qu'on utilise maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'elles ont plus de dynamique, c'est-à-dire qu'elles vont encaisser mieux les contrastes, les lumières, etc. Donc il y a moins besoin d'être précis sur les expositions. Du coup, maintenant, on est vraiment dans un rôle de lien entre le plateau et la post-production. On va vraiment faire le début de la post-production sur le plateau et on va aider le chef opérateur qui est lui le chef de l'image sur le plateau. On va l'aider à aller le plus loin possible dès le plateau dans la recherche du look du film. Donc dans la recherche des couleurs, des contrastes qui vont donner l'identité au film en termes d'image. On peut aussi rajouter la partie backup quand même. Il y a quand même tout un pan de notre métier qui consiste, soit on le fait nous-mêmes, soit sur certains gros projets de fiction, on peut avoir un assistant pour faire ça, qui consiste à sécuriser en fait toutes les données qu'on tourne, parce qu'on tourne énormément de données sur les caméras numériques. C'est vraiment pas ce qui ressemble à ce qui se passe sur un téléphone portable ou quoi. Même on pense qu'on n'a jamais la place sur son téléphone portable pour toutes ces photos, mais il faut imaginer qu'une caméra de cinéma aujourd'hui, c'est 10 fois, voire 100 fois plus de données pour chaque image, et ça s'accumule très vite, et donc il faut aussi gérer cette quantité de données, la sécuriser, en faire plusieurs copies, faire voyager ces copies pour aller les sécuriser encore dans un autre lieu par le laboratoire ou d'autres gens comme ça. Et en plus de la partie couleur et look dont parlait Thomas, il faut aussi faire ce point-là. C'est vrai que c'est un peu la base de notre métier, c'est vrai que j'ai oublié ça, c'est avant tout, on ne perd pas d'image. C'est sécuriser toutes les images, faire en sorte qu'on ait suffisamment de copies, vérifier qu'on ait bien tout ce qui a été tourné, parce que des fois il y a des cartes qui peuvent se perdre, et s'assurer que tout soit sécurisé et sauvegardé de manière sécurisée. Donc on a plusieurs facettes. Ok, du coup c'est vraiment vous qui êtes garant de la sécurité de tous les disques qui contiennent les images du film. Ouais, absolument, ouais. Ok. Pour vous, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires pour cette profession ? Alors, il faut aimer l'informatique parce qu'on travaille principalement sur ordinateur. On fait vraiment le début de la post-production, mais sur le plateau. Ça, faut quand même aimer ça parce que on est devant un ordinateur toute la journée. Et on a besoin de compétences un peu avancées dedans parce qu'il va falloir savoir débugger tout seul quand ça marche pas, comprendre est-ce qu'il manque un pilote, est-ce qu'il y a un problème de formatage de disque dur, être curieux. Ça c'est obligatoire parce qu'il va falloir s'intéresser à toutes les nouvelles technologies, il y a une veille technologique à faire, c'est pour ça qu'on nous appelle aussi sur les plateaux encore maintenant, c'est que la technologie n'arrête jamais d'évoluer, les nouvelles caméras sortent, nouveaux capteurs, des espaces de couleurs, enfin en gros on essaie de rendre simple toutes ces choses qui peuvent être compliquées pour les gens qui sont sur le plateau et notamment le chef opérateur, mais aussi pour un peu toute la chaîne de métier qui est sur le plateau, ça peut être aussi la production. Le directeur de production, on va un peu vulgariser, simplifier tout ça pour faire les bons choix techniques pour tout ça. Je dirais qu'il y a aussi un truc de sensibilité
Euh, Vu qu'on, mine de rien, on travaille l'image principalement et on parle de ça toute la journée, que ça soit les couleurs ou la lumière, les contrastes, toutes ces choses-là, il y a une question de sensibilité, un regard. Je trouve une vraie différence, et qui est importante dans le métier, c'est de savoir regarder une image, repérer des choses assez rapidement, être très sensible. Évidemment, ça vient avec le temps, l'expérience, mais j'ai quand même l'impression que cette sensibilité à l'image, à l'art de manière globale, et cette capacité à repérer les choses, si on arrive à marier tout ça, c'est déjà un bon point. Après, en termes de compétences, ouais, bah, l'informatique, c'est un énorme truc. Et il y a aussi, je pense, de trouver, d'être malin, en fait. Parce que il y a beaucoup de tâches très répétitives dans nos métiers. Et le fait d'arriver à trouver des petites astuces pour automatiser les choses, en fait, déjà, ça permet de gagner du temps. Et ça permet d'arrêter de faire des choses de manière répétée plusieurs fois par jour sur plusieurs mois quand c'est des tournages longs. Et ça libère plus de temps pour toute la partie qui est amusante, qui est la partie créative de couleurs, de l'image plus globalement, quoi. Bon, Ok. pour revenir aux connaissances, il faut aussi être très à l'aise avec la manière dont fonctionnent les caméras numériques, sur comment les images sont captées par les capteurs, comment elles sont encodées, comment elles sont décodées, les compressions, comment fonctionnent les projecteurs aussi, parce que quand on voit des trucs qui vont pas à l'image, il faut comprendre d'où ça vient. Est-ce que ça vient de notre caméra? Est-ce que ça vient du type de lumière, du projecteur LED, d'un projecteur HMI, d'un projecteur tungstène, qui sont plein de sources de lumière différentes? C'est vraiment très très large, mais la chose, c'est qu'il n'y a pas de formation pour devenir DIT. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cursus scolaire à suivre, donc chaque DIT va avoir des compétences différentes. Chaque DIT est vraiment très unique, même si c'est le cas de tous les techniciens, mais d'autant plus parce qu'on vient tous de backgrounds différents. Il y en a qui vont venir plutôt de la caméra, il y en a qui vont venir plutôt de la post-production. Donc dans les deux cas, il va falloir se retrouver. Il y en a qui vont devoir apprendre sur le tas de la post-production et essayer de comprendre tout ce qu'ils peuvent de comment ça marche en post-prod. Et ceux de la post-prod, il va falloir qu'ils comprennent un maximum comment ça marche sur le plateau, comment travaillent les assistants caméra, avec la lumière, etc. Parce que c'est moins intuitif. Mais voilà, c'est quand même un champ très large de compétences qui est au final variable en fonction des techniciens. Tout le monde n'a pas exactement les mêmes. Et pour rebondir sur ce truc de plateau, il y a aussi ça, parce que les gens, comme tu dis, qui viennent de la post-production, qui n'ont jamais mis les pieds sur un plateau ou ne savent pas comment ça s'organise, il y a quand même toute une politique sur un plateau qu'il faut savoir respecter. Et nous, on parle à quelqu'un de très important, le chef opérateur. C'est peut-être la deuxième personne la plus importante sur un plateau. Il faut savoir quand c'est le moment de l'interrompre, quand c'est le moment de lui dire attends, là, on est en train de se mettre en danger, ou au contraire, le laisser libre et savoir juste trouver un créneau pour lui faire valider des images, des choses qui l'intéressent ou pas. Et ça, il y a quand même un truc aussi, encore une fois, de sensibilité, mais là, plus humaine, pour savoir jauger quand c'est le moment d'y aller. Est-ce que on peut retenir une prise? Est-ce que d'un coup on peut vraiment... Enfin voilà, il faut savoir à quel moment parler et à qui parler aussi, parce qu'on a différents interlocuteurs. On parle au chef opérateur, aux assistants caméra, à d'autres départements potentiellement, à la production. Et toutes ces personnes-là, tous ces départements-là, il faut aussi adapter son discours parce qu'ils n'ont pas tous le même niveau technique. Expliquer à un directeur de production ou à un producteur pourquoi des images ne sont pas en ligne pour qu'ils puissent les regarder le lendemain d'une journée de tournage, c'est pas le même discours qu'avec un chef opérateur quand on va parler d'une chose très précise, d'une petite retouche d'étalonnage, de couleurs dans les basses lumières ou quelque chose comme ça. Ça, il faut savoir s'adapter à ça aussi. Et du coup, tu disais qu'il n'y avait pas de formation à l'heure actuelle, donc tu deviens DIT sur le tas. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une formation un jour, parce que c'est un métier qui est de plus en plus représenté dans le monde du cinéma? Alors, il y a déjà une formation qui existe, mais qui est professionnelle et qui est de 2 semaines. Mais 2 semaines pour apprendre ce métier-là, c'est plus pour moi un peu une formation découverte, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas sortir de la formation, tu as vu tout ce qu'on sait faire, mais t'es pas capable de le répéter tel quel, tu vois. 2 semaines, c'est beaucoup trop court. Je pense pas qu'il y aura de formation dédiée, un cursus dédié, parce que c'est de plus en plus représenté, mais au final, en France, on est quoi? Là, dans notre association, l'ADIT, qui est l'association des DIT, l'association professionnelle des DIT, on est 50, je crois, à l'heure actuelle.
Et allez, il y en a peut-être 20 de plus en France, on est 70, tu vois. C'est un métier qui est assez confidentiel parce qu'on n'est pas sur tous les tournages, parce qu'on coûte assez cher, entre guillemets. Et du coup, il n'y a que les tournages qui ont des budgets plus élevés qui vont nous appeler. Ce qui fait que ça réduit notre présence et que sur, allez, peut-être, je sais, franchement, c'est totalement la louche, mais ça doit être les 20% de tournages les plus riches de France, tu vois, entre guillemets, plus riches, tu vois, mais qui ont les budgets les plus élevés. Mais du coup, Ou sur des tournages qui ont des contraintes spécifiques, telles que tourner très loin du laboratoire et avoir besoin de monter en parallèle. Et à ce moment-là, ils ont besoin de quelqu'un sur le plateau pour décharger les images, faire les conversions, faire la synchronisation, étalonner, etc. pour que le montage puisse se faire en parallèle du tournage. parce que du coup, quand vous n'êtes pas là, qui c'est qui se charge de... Enfin, c'est juste qu'il n'y a pas du tout de département d'IT, ou c'est juste que c'est une équipe restreinte, ou d'autres personnes qui prennent ce rôle? Ben, parfois, il y a plein de cas de figure différents. En fait, quand il y a pas de DIT, déjà, toute la partie couleur, on oublie sur le plateau. Ça veut dire que ça sera fait plus tard ou ça sera que fait à l'étalonnage. Juste pour reprendre vite fait, un DIT peut à la fois retoucher l'image et les couleurs en direct, au moment où on tourne. Il peut, ça c'est ce qu'on appelle être on-set sur le plateau. Il y a la partie near-set, donc on est pas sur le plateau mais un peu à côté, mais toujours on suit l'équipe au jour le jour. Là, on va plutôt retoucher les images qui ont déjà été tournées et là, influencer la couleur avant de faire des rendus qui partiront en ligne pour l'équipe, pour le montage plus tard, et ainsi de suite. Et ensuite, dans un cas de figure où il n'y a pas ces deux schémas-là, eh ben, les couleurs dans un film, c'est retouché à la toute fin lors de l'étalonnage. Donc, quand il n'y a pas un DIT sur un projet, de toute manière, la couleur, ça se fera tout à la fin. Maintenant, aujourd'hui, il existe des manières avec des fichiers, des choses qu'on peut appliquer de manière un peu arbitraire dès la sortie de la caméra pour avoir déjà une direction artistique et déjà une direction esthétique à l'image pour que tout le monde s'habitue déjà à ces couleurs-là, à cette palette, au choix du look qui est fait pour un tel projet. Donc, en fait, tout ce qui reste à faire, si on enlève toute cette partie couleur, il reste toute la partie de sauvegarde des données. Là, il y a en gros deux cas de figure, tu me dis si je me trompe Thomas, mais il y a la partie, on envoie les cartes qui sortent des caméras au labo, et c'est le labo qui s'en charge complètement, il fait tout de son côté. Et sinon, il y a une espèce d'étape intermédiaire où ce serait plutôt les assistants caméra qui feraient des backups sur le plateau avec les mêmes logiciels que nous, mais pas la même disponibilité pour faire tout ce travail-là. Parce que quand une production paye une personne dédiée à ça, ben, elle s'assure, évidemment, il peut y avoir une catastrophe, mais elle s'assure en quelque sorte qu'il n'y aura jamais d'image perdue ou que tout sera bien sécurisé. Parce qu'il y a une personne qui passe sa journée à faire attention que les choses ont été bien faites. Un assistant caméra, il a un métier d'assistant caméra. Lui rajouter des backups, c'est une tâche qu'il doit faire, qui pour lui est pas très excitante et il est obligé de la faire, mais il est obligé de la faire entrer dans sa journée qui est déjà bien chargée. Ça peut être juste le soir à la pause déj, machin. Il y aura moins de vigilance à mon sens. Le taf sera fait, hein. Ça, on a fait plein de films comme ça et ça marche, mais ça c'est les deux cas de figure qui existent s'il n'y a pas de DIT sur un projet. Donc du coup, DIT, ça peut englober différents métiers. Est-ce que vous pouvez me les décrire un peu? Bah, du coup, nous, en gros, dans notre association, la DIT, l'association des DIT, on a un peu séparé en 3 métiers. On va avoir le data manager, le DIT on-set qui va être sur le plateau et le DIT near-set qui est proche du plateau. Le data manager va s'occuper que de la sécurisation des images, donc des sauvegardes, va rentrer des métadonnées de scène, prise, plan, quelle optique a été utilisée, etc. dans les logiciels pour que les informations suivent, pour pouvoir générer des rapports PDF propres, etc. Et il va pouvoir aussi faire des conversions de fichiers, mais simplement en appliquant un look. Il n'y a pas d'étalonnage à proprement parler, il ne va pas modifier plan par plan. C'est ça la différence, c'est que le DIT on-set, lui, va amener vraiment cette notion d'étalonnage comparé au data manager qui fait purement de la gestion de données. Le DIT on-set va vraiment amener un œil, une expertise sur les couleurs et sur l'étalonnage, et il va étalonner, faire en sorte que
toute une séquence qui a été tournée, admettons, sur une après-midi complète de 14h à 20h30, parce que c'est une grosse après-midi. Il faisait plein soleil, 14h à 20h30, le soleil commence à se coucher. Et bah, il y a eu 14 plans de fait. Et bah, démerde-toi, il faut que tout ça, on a l'impression que ça dure 3 minutes. Donc c'est là où toi, ton travail, ça va être de prendre tous les plans, les champs, les contre-champs, les inserts, donc les plans serrés sur tout ce qui se passe, et de faire en sorte que tu puisses couper de n'importe quel plan à n'importe quel plan, et que ce soit toujours cohérent, que tu aies toujours l'impression que ça s'est passé dans ce laps de 3-4 minutes. Donc tu as cette notion-là de séquence. Tu vas pouvoir la notion aussi de décor, d'avoir que ton décor, tu vas peut-être y revenir sur 2 mois différents, mais il faut que ce soit dans le même temps. Donc il va falloir que tu ailles rechercher des raccords de ce que tu as fait il y a 2 mois et de faire en sorte que ça ressemble à ça. Mais il y a aussi la notion de film complet, d'avoir un look qui soit cohérent sur le film complet qui va être tourné sur 3 mois, des fois 6 mois pour des projets très longs. Et d'avoir l'impression que du début à la fin du tournage, t'es bien dans le même film, quoi. Et ça, il faut donner cette impression-là. Et aussi le côté création et création du look et recherche de look, etc. T'es aussi en DIT on-set, near set, pardon. T'es aussi un peu le référent caméra du plateau. Souvent, les assistants caméra, quand ils vont avoir des problèmes, ils vont un peu se retourner vers toi et te demander, la caméra vient de nous mettre un message d'erreur. Toi, vu que tu es toujours un peu en retrait, tu es un peu plus au calme pour réfléchir à tout ça, et puis tu as un ordinateur sous les mains tout le temps, donc tu vas pouvoir faire des recherches sur internet, aller chercher le manuel de la caméra, voire des fois appeler les loueurs ou des collègues pour trouver des solutions aux problèmes que tu as sur le plateau. Et du coup, la troisième catégorie, c'est le DIT on-set qui est lui sur le plateau. Qui du coup est vraiment très proche du chef opérateur parce que physiquement il va être proche de lui et qui va lui souvent aider à faire l'exposition des caméras, donc gérer le diaphragme, c'est-à-dire de décider de la clarté en gros pour vulgariser, de l'image, pour faire en sorte de respecter l'intention du chef opérateur sur la manière d'exposer la scène, mais aussi protéger le négatif pour faire en sorte que les hautes lumières ne soient pas clippées, c'est-à-dire qu'on ne perde pas l'information des hautes lumières s'il y a le soleil qui brille pour pas que ce soit brûlé, mais en même temps que dans les basses lumières, dans les noirs, on ne perde pas d'information non plus. Après, tout dépend des intentions. Et qui va aussi faire de la vérification en live, qui va être très attentif à ce qu'on voit pas des choses qu'on ne devrait pas voir, qu'on voit pas des techniciens ou du matériel ou une perche ou un bug à l'image, quelque chose ou un flou, et voilà. Et ça, si on le voit, tout de suite on va aller en parler à la personne qui est concernée, à la décoration s'il faut cacher quelque chose, à tel ou tel département s'il y a du matériel qui est dans le champ. Ça permet de corriger les erreurs le plus rapidement possible, mais il y a aussi un côté étalonnage en direct qui va être le même que le DIT Near Set, de matcher les champs, les contre-champs et les ambiances un peu globales. Mais quand tu es en on-set, tu as moins le temps de faire de la recherche de look que quand tu es en near set, parce que tu es vraiment pris dans la vitesse du travail sur le plateau où ça va très vite, il faut se déplacer, il faut que tu te déplaces parce qu'on fait le contre-champ, donc il faut que tout le monde bascule de l'autre côté pour pas être dans le champ, du coup tu déplaces ton matériel, enfin tu as moins le temps de travailler au global que quand tu es near set. Et en plus de ça, je dirais que à la face, donc on-set, ça peut être aussi, le DIT peut être un bon allié du chef électro, parce que ensemble ils peuvent aussi travailler la lumière et pousser des petits détails, peut-être en concertation parfois avec le chef opérateur, mais parfois pas. Parfois ça m'est déjà arrivé de aller changer une petite chose, hein. Je dis pas changer la lumière qui éclaire les comédiens, mais peut-être dans le fond un petit détail pour harmoniser et être sûr que ça soit la petite touche en plus que le chef opérateur n'a pas forcément eu le temps de voir. Là, nous, on est assis ou debout, mais bon, derrière une roulante avec des écrans, et on est dans des conditions qui sont plutôt bonnes. Le chef opérateur, il a un réalisateur avec qui parler, il a un cadre à faire, il a peut-être une deuxième caméra à vérifier, enfin, il n'est pas forcément tout le temps disponible, donc je pense que cette paire de yeux disponible à la face, c'est un gros atout, mais qui en effet du coup est pas le même que quelqu'un qui a le temps, qui est un peu en arrière, qui est au calme plutôt, qui peut faire de la recherche. Alors, on peut faire de l'étalonnage en direct, mais les outils sont déjà moins puissants et on a moins de temps de faire cette recherche de look comme disait Thomas.
Et après, à la face, un dernier point, il y a toute une collaboration aussi avec l'équipe caméra. Potentiellement, on va être en charge de toute la gestion des filtres qu'on va mettre devant les caméras. Donc en fonction de valeurs de plan ou de comédiens différents, on va changer les filtres pour plus ou moins diffuser l'image ou d'autres cas de figure. Et ça peut être à la charge du DIT de s'en occuper. Et du coup, quand vous êtes embauché sur un film, vous êtes soit data manager, soit on-set, soit near-set. Ça peut jamais être un peu un mix des trois, un mix des deux? Ça dépend des cas de figure, ça dépend de la demande des chefs opérateurs. Globalement, si on est data manager, simple data manager, on ne fait pas le reste. Ça, c'est plutôt un poste un peu en dessous. Ensuite, si on est DIT on-set, c'est, comme disait Thomas, c'est compliqué d'assurer toute la partie near-set aussi. Parce que s'il y a une exigence d'avoir des belles images qui sortent, eh ben, il faut passer du temps dans un environnement contrôlé avec un écran au calme pour faire de l'étalonnage, pour chercher le look, pour emmener chaque séquence, pour lisser tout ça. Donc si en plus il faut être à la face, c'est compliqué de tout faire. Et si on n'est que en near-set, ben on va s'occuper en effet de toute la... Enfin, en fonction des tournages, mais la plupart du temps, un DIT near-set, il va aussi s'occuper de toute la sécurisation des données et toute la partie backup. Donc, il y a soit un data tout seul, je dirais, soit un DIT near-set qui fait les data, soit un DIT qui fait les trois, mais là vraiment c'est très très musclé il y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Ouais, mais à mon sens, c'est difficile d'assurer le niveau d'exigence clairement. En étalo, de rush et à la face en même temps. Moi j'y arrive pas. C'est forcément un compromis. Voilà, il y a un compromis. Et du coup, s'il y a un DIT on-set qui est dédié à la face, là, c'est obligé d'avoir ou pas, comme je viens de le dire, mais c'est plus commun d'avoir un data manager du coup qui va s'occuper de préparer toute la partie technique et faire la copie des cartes. Et potentiellement, le DIT qui est à la face, soit il envoie son étalonnage au data manager qui le réapplique sur les images qu'il a avant de faire des transcodes et de les envoyer, soit potentiellement le DIT à la face va prendre du temps dans sa journée, va rater des plans, ne sera plus là, pour aller justement prendre du temps, être disponible, faire de l'étalonnage. Et du coup, comme il n'y a pas de formation qui existe, qu'est-ce qui vous a poussé vers ce métier, et même en général vers le domaine du cinéma? Moi, j'ai pas été poussé en premier vers le domaine du cinéma. Ma première volonté quand j'étais encore au lycée, c'était plus d'aller dans la télé. Du coup, je me suis orienté vers un BTS audiovisuel, et pendant mon BTS, j'ai fait un stage dans une télé locale. Et ça m'a pas du tout plu. Je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. J'ai bien fait d'avoir fait ce stage. Et mon deuxième stage, je l'ai fait sur de la fiction et j'ai adoré. J'étais stagiaire, assistant caméra sur de la fiction, j'ai adoré. Et en parallèle, pendant cette formation en BTS audiovisuel, j'avais des cours de technologie avec un professeur qui était vraiment super intéressant et qui me passionnait. Et du coup, vraiment de la technologie des caméras, comment ça fonctionne, les codecs... tous les réglages qu'on peut avoir qui peuvent influencer l'image, c'est toujours un truc qui m'a intéressé. Et du coup, le métier de DIT m'a tout de suite, dès que j'en ai entendu parler, ça m'a tout de suite attiré. Et j'ai tout de suite été intéressé par ça. Et c'est pour ça que dès le début, quand je travaillais, j'avais plusieurs métiers, plusieurs domaines même, mais je savais toujours que je voulais aller par là, quoi. DIT, ça m'intéressait vraiment. Mais bon, c'est quelque chose où tu as vraiment besoin d'avoir quand même un sacré bagage de connaissances avant de pouvoir intégrer, et puis surtout il faut avoir le réseau, quoi. Parce qu'il y a pas tant de travail que ça, il y en a plus maintenant, beaucoup plus maintenant qu'il y a 10 ans, mais malgré tout, si t'as pas ton réseau, tu rentres pas comme ça, quoi. Il faut montrer un peu patte blanche, il faut que les gens te connaissent, te fassent confiance, parce qu'on va quand même te confier la responsabilité des images du film. Une journée de tournage, c'est vite 50 000 euros, 100 000 euros, tu perds une journée, ça va te coûter peut-être 150 000 ou 200 000 de reshoot, quoi. Donc tu files pas au premier venu, quoi. Moi, un peu comme Thomas, je me destinais pas vers le cinéma, mais vraiment, à la différence de Thomas, je me destinais pas du tout vers l'audiovisuel. Moi, quand j'étais au lycée, au collège, je voulais devenir architecte, ensuite peut-être architecte naval. C'était vraiment des domaines qui me passionnaient et qui me passionnent toujours aujourd'hui, mais je faisais un peu de photos à droite à gauche et un peu des vidéos avec une GoPro quand j'allais faire du vélo à la montagne ou des choses comme ça. Et un jour, mon frère m'a dit, tu devrais regarder le montage.
t'as l'air d'aimer mettre les mains là-dedans et t'y passes des heures. Enfin, regarde, parce que ça peut être un métier, c'est pas juste une passion que tu fais le week-end. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser au métier du cinéma. Je suis pas un énorme cinéphile, même si j'aime bien regarder des films et j'en ai regardé beaucoup avec mes parents. Mais je suis pas passionné de la première heure du cinéma et j'ai pas dédié ma vie à ça parce que c'est ça ma passion. Je pense que j'aurais pu faire plein d'autres métiers. Il se trouve que là, j'adore ce que je fais et ça me plaît bien et ça marche bien, donc je continue là-dedans, mais j'aurais pu faire autre chose. Et comme Thomas, quand j'ai décidé de me lancer dans du cinéma, durant mes études, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment et que j'avais vraiment envie de faire de la technique. Et après, pareil, j'ai fait un peu des stages, j'ai fait des choses à droite à gauche. Et au début, ça reste un métier qui, en effet, est assez fermé de l'extérieur. Et on prend un peu toutes les opportunités qu'on nous donne au début. Et moi, la première opportunité, elle m'a emmené vers faire des effets visuels en direct sur le plateau. Et là, j'ai découvert un monde qui était passionnant aussi, qui était très proche du métier de DIT, et c'est aussi là que j'ai rencontré beaucoup de DIT parce que on travaillait avec des logiciels assez pointus dans un cadre qui était unique en France, où on avait plein de choses à débugger et à fabriquer nous-mêmes finalement. Et là-dedans, les effets visuels, moi, ça m'a développé le regard et j'ai appris vraiment à aller regarder des choses de manière précise et être vigilant à des choses, à des toutes petites choses dans l'image qui pourraient poser problème plus tard. Et de fil en aiguille, comme Thomas, j'avais toujours la couleur en point de mire et c'était toujours vers ça que je voulais tendre. Et voilà, un jour j'ai eu la chance qu'on m'appelle et qu'on me propose de partir en DIT sur un projet et depuis je me suis pas arrêté. Mais du coup, est-ce que vous savez pourquoi ce métier a mis autant de temps à se développer en France? Parce que je crois que vous m'aviez dit que ça existait depuis assez longtemps aux États-Unis et que c'était beaucoup plus développé. Enfin, hormis le coût, du coup, ce que j'ai compris, c'est que ça coûtait assez cher. Est-ce que, hormis ça, il y a d'autres choses qu'on fait que c'était compliqué à implémenter en France? Bonne question. Moi, je suis trop jeune pour répondre. Je pense que ça a mis plus de temps à démarrer en France, avant tout pour une question de coût. Quelque chose qui fait que le métier de DIT c'est de plus en plus démocratisé. C'est en bonne part grâce à Netflix. C'est qu'on a Karine Feuillard, qui était une des fondatrices de la DIT, qui est notre association de DIT, qui a été embauchée par Netflix Europe. Et elle a poussé pour que la ligne DIT soit dans la matrice des budgets de toutes les productions Netflix en France, à partir d'un certain budget. Donc forcément, à partir de là, les Diarprod se sont dit « Ah bah cette ligne a, je sais pas, 40 000, 50, 100 000 euros, je ne saurais pas budgéter exactement, ça doit être dans les 40, 50 000 euros, tu vois. Bah on me la donne, donc je la dépense. On me dit voilà, tu l'as, dépense-la. » Et les Diarprod, les producteurs se sont dit « Ah mais c'est quand même bien pratique ce petit gars qui est sur le plateau là, qui nous soulage de toutes les questions reloues de la post-prod auxquelles personne veut répondre et qui en plus on a besoin de sortir des rushs, de montrer un tel à telle personne et en plus mon chef-op il est hyper content et en plus quand je regarde mes préversions de montage, c'est déjà beau, etc. etc. » Tout le monde va se dire « Ah c'est pas mal en fait » et du coup maintenant il y a un réflexe qui s'est fait, c'est à partir du moment où ils ont le budget pour un DIT, ils disent « Prenons un DIT ». Et les chefs-ops y sont habitués aussi et s'aperçoivent à quel point ils peuvent pousser plus loin leur image et avoir plus de contrôle dessus. Parce que l'avantage qu'on amène aux chefs-ops, c'est que dès le plateau, ils vont pouvoir pousser le plus loin possible l'image, le look de leur film pour l'emmener dans la direction qui les intéresse. Et plus tu le mets tôt dans la tête des gens, parce que ton réalisateur derrière, pendant 6 mois, il va regarder les images que tu as tournées que toi tu as étalonné sur le plateau, pendant 6 mois il va regarder ça, à l'étalonnage final, si tu dois changer complètement le look du film, tu perds 3 jours, littéralement. Parce qu'il faut d'abord que tu le déshabitues à ce qu'il a vu pendant 6 mois, et après tu dis non, regarde, c'est ça en fait le look du film, et lui, ça fait 6 mois qu'il voit son film, et il a du mal à se dire non, ça ressemble pas à ça. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un DIT sur le plateau, c'est parce que dès le début, on va lui donner quelque chose qui est proche du résultat final. Si tu n'as pas un DIT sur le plateau, le pire qu'on a eu, c'était au début du numérique, où les gens montaient en log. C'est-à-dire qu'ils montaient l'image brute de la caméra, qui est très décontrastée, qui est très laiteuse, comme si on était dans le brouillard, littéralement, très désaturée.
Et ils montaient là-dessus, et du coup, ils en avaient eu beaucoup sans publicité. Ils montaient là-dessus pendant 2-3 semaines, un mois, 2 mois, et après on arrive à l'étalonnage final, et là tu commences à poser un look classique, contrasté, saturé normalement, et là tout le monde freine des cas de fer en mode qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est ça, non, 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 oh là là, c'est beaucoup trop contrasté, oh là là, c'est beaucoup trop saturé, non, non, mon film il ressemble pas à ça. Et du coup, il y a eu une période au début de l'Alexa, qui est la première caméra numérique qui était vraiment démocratique et vraiment la plus jolie, etc., où il n'y avait pas de lutte, et les mecs montaient en log, et du coup tu te retrouvais avec des pubs en log, c'est-à-dire que tu avais des pubs complètement laiteuses, parce que les mecs se disaient ouais mais non, c'est ça mon look, ça a lancé une espèce de mode. Et donc tout ça pour revenir en fait que si pendant le montage t'as pas quelque chose qui est proche du résultat final, tu vas avoir beaucoup plus de mal à le vendre lors de l'étalonnage final, qui est le moment où tu décides vraiment du look final du film, quoi. Et aussi, il y a un heureux hasard. En fait, le fait que ça soit imposé par des plateformes qui est un cahier des charges un peu à l'américaine, ça a aussi fait que certains chefs-op, comme tu as dit, ils se sont dit c'est super. Et après, sur d'autres projets où il n'y avait pas forcément cette ligne de budgétiser de base, ils disent ah non, mais moi maintenant, c'est hors de question, je travaille plus en DIT, je veux ça absolument, c'est trop bien, ça fluidifie, les gens voient les images comme il faut. Faut aussi pas oublier, notamment avec les plateformes ou de streaming où il y a quand même des gens dans d'autres pays ou dans des bureaux loin du plateau qui voient les images, qui eux signent le budget. C'est aussi une arme politique finalement de leur montrer une image qui est belle dès le lendemain ou le surlendemain d'une journée de tournage, parce que d'un coup ils se disent ah ouais d'accord, c'est super en fait ce qu'on est en train de faire. Eux sont vraiment d'autant plus investis dans le projet parce que le projet a une identité visuelle qui appartient au projet, qui correspond au projet. Et là, tout de suite, ils ont envie aussi d'aller à fond dedans. Et peut-être que ça va amener vers plus de fonds débloqués quand il y en a besoin pour une situation donnée au milieu d'un tournage. Ou en post-production, je connais l'exemple de rallonge de budget de post-production parce que c'était bien fait en amont. Voilà, toutes ces choses-là, en fait... plus on livre quelque chose qui est affiné rapidement, plus la marge de négociation est intéressante pour des directeurs de production, pour des chefs opérateurs et tout ça. Et de toute manière, on ne peut pas avoir quelque chose de vite, beau et pas cher. Donc si on veut quelque chose de vite et beau, il faut payer un gars qui est là et ça coûte de l'argent. Ok. Mais du coup, ça m'amène 2 sous-questions par rapport à votre relation avec le chef-op, enfin le ou la chef-op. Déjà, la première, c'est du coup, vous travaillez sous sa supervision, dans le sens où c'est quand même lui ou elle qui va décider. Enfin, vous pouvez faire des retouches, mais c'est pas vous qui décidez de les faire, je suppose. C'est quand même cette personne-là qui va vous dire de pré-étalonner selon sa vision. Et du coup, la deuxième question, c'est est-ce que cette personne pourrait pas un jour prendre votre place ou avoir envie peut-être de le faire, ou alors c'est quelque chose peut-être qui l'intéresse pas ou qui est trop décorrélé de son métier principal? Pour la première question, je dirais que ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec un ou une chef opérateur trice. Il y a des chefs opérateurs qui lâcheront pas du tout la main et qui voudront absolument tout contrôler et même si on s'écarte un tout petit peu peut-être de quelque chose, enfin si on fait quelque chose qu'ils nous ont pas forcément demandé, là on peut se faire taper sur les doigts. Avec le temps, j'ai l'impression, ça c'est souvent ce qui se passe un peu au début, il y a quelque chose à créer entre eux et nous. Avec le temps, on commence à comprendre leur langage, à comprendre leurs attentes. Et on arrive à mieux adapter, quand on reçoit une image, on arrive mieux à adapter notre pré-étalonnage à leur demande. Et d'un coup, on se dit, attends, il m'a déjà dit 4 fois qu'il voulait un peu plus de froid dans les basses lumières. Bon, là, j'anticipe. Là, il me l'a pas dit pour cette séquence. Je le fais et ça passera. Et quand on montre une image à un chef opérateur, d'un coup il se dit ah oui ouais c'est bien machin, sans même parfois ils se rendent pas compte je pense de ce qu'on a pu faire derrière. Et ils ont pu faire des demandes mais on a pu en rajouter par anticipation, donc je pense qu'il y a cette marge de manœuvre là. Et du coup sur la deuxième partie de la question, je pense qu'un chef opérateur fera jamais notre métier et il veut absolument pas le faire. Le métier de chef opérateur, c'est, je pense, un des métiers les plus prenants dans le cinéma. Ouais, surtout que c'est pas du tout les mêmes métiers, c'est pas les mêmes compétences. Enfin, il y a des compétences qui se recoupent, mais je connais
aucun chef opérateur qui veut devenir DIT. Par contre, des DIT qui veulent devenir chef op, il y en a. Tu vois, parce que c'est un peu le next step, parce que c'est un peu la prochaine étape, parce que quand on est DIT, étant un des collaborateurs les plus proches du chef opérateur, du coup c'est aussi l'occasion de voir comment il travaille et de comprendre beaucoup plus de choses sur comment on éclaire, comment on fait des choix de caméra, d'optique, de filtres. On met des filtres devant les optiques pour avoir des effets de diffusion, pour avoir des effets de flair, etc. Enfin, on comprend tous ces choix-là, d'autant plus qu'on est un de ses collaborateurs proches, quoi. Après, il y a clairement des chefs opérateurs qui maîtrisent les outils d'étalonnage. Et ce qui peut nous aider, en fait, moi j'ai un chef op avec qui je bosse, qui des fois, il est à côté de moi, il fait attends. Et il me dit pousse-toi, je me décale, il prend la surface d'étalonnage, il fait ce qu'il veut et il me dit voilà, c'est ça que je veux. Et du coup, moi après, je capture l'image que j'ai devant moi, je me la garde de côté, je dis ça c'est sa référence. Lui après il retourne faire sa magie à la face et moi je fais en sorte que toute notre séquence qu'on est en train de tourner ressemble à l'image qu'il m'a donnée en référence. Donc c'est là où c'est vraiment une collaboration, c'est-à-dire que j'ai aucun souci à lui donner les manettes parce qu'il va aller plus rapidement au résultat qu'il veut. Et ce qui est important pour moi c'est d'avoir une image de référence, me dire voilà je veux que ça ressemble à ça, ok merci, maintenant je fais en sorte que tout ressemble à ça. En sachant que parfois ça peut changer aussi. Bien Ils évidemment. peuvent donner une image de référence, qu'on applique tout sur une séquence, qu'on apporte pour faire valider et faire voir, et que là on nous dit mais c'est pas du tout ça, c'est pas ça que je veux. Donc là il faut savoir prendre aussi sur soi et y retourner, recommencer, et peut-être juste ressortir la première chose qu'on avait faite, parfois ça suffit, parfois il faut faire une toute autre version, et c'est aussi ça qui est intéressant. Ça peut être parfois encombrant parce que faut refaire du travail, parfois on a des pressions horaires qui font que il faut rentrer des choses, envoyer des choses. Mais dans le fond, on fabrique un film. C'est aussi ça, de chercher une image, chercher ce qui correspond bien à une séquence. Est-ce qu'elle va être plus froide, plus chaude, plus saturée, moins saturée? Bon, ça, je vais jamais reprocher à un chef-op de dire, non, c'était ton image de référence, j'ai collé à ton image de référence, je peux pas te faire autre chose. Ça n'existe pas. Et puis ce qui est génial avec nos métiers et de le faire sur le plateau, c'est que pour trouver le look du film, on a toute la durée du film. Et c'est-à-dire que on va pouvoir chercher pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on va pouvoir faire évoluer le look du film, on va pouvoir le travailler, on va pouvoir faire des allers-retours avec l'étalonneur final, lui dire tiens, mon chef-op aimerait bien que tu regardes la séquence qu'on a tournée hier, parce qu'on va revenir dans ce décor pas mal, du coup je lui envoie un petit bout d'image, hop, lui il va le travailler, il va essayer de faire un truc qui lui plaît, il me renvoie le look qu'il a créé, je le présente au chef-op, il va me dire ah j'aime bien ça mais j'aime pas trop ça, moi je vais faire une petite retouche, je vais l'adapter pour que ça fonctionne dans notre manière de travailler sur le plateau, et ainsi de suite. Et on avance, et ce qui fait qu'on fait évoluer l'image du film avant même d'être à l'étalonnage final, et ce qui fait que souvent arrivé à la fin du tournage, le chef opérateur est vraiment en mode je suis vraiment content parce qu'on a trouvé un look pour ce film, on a trouvé vraiment une direction, une image, et qu'on n'avait pas quand on a commencé, quoi. Vraiment un truc qui a évolué tout au long, et par notre travail et par la collaboration avec lui, avec l'étalonneur, et voilà, avec les allers-retours qu'on a pu faire avec la post-production aussi, et en fonction des difficultés qu'on a rencontrées, et voilà, et c'est ça qui est vraiment très chouette avec notre métier, c'est que on a un pied dans l'artistique et un pied dans la technique. Vraiment la technique pure avec gérer tout l'informatique, tous les bugs de caméra qu'on peut avoir, de problèmes, de couleurs, purement technique, pas artistique, de stockage, de tout ce que tu veux, t'as pas de jus, t'as pas d'électricité pour faire tourner ton truc, mais derrière t'as le côté vraiment artistique où tu sais que tu as un impact sur le film final, et ça c'est très chouette, tu as un impact vraiment direct sur ce que les gens vont regarder à la télé ou au cinéma, et tu as vraiment quelque chose à faire là-dedans. C'est ça qui est vraiment très très chouette avec ce métier. Et en plus du look, un chef opérateur va aussi potentiellement changer sa manière d'éclairer au cours du film. Parce que justement, avec ses retours et ses allées et venues avec le DIT, il va pouvoir se rendre compte tout de suite du résultat, de ce qu'il est en train de faire chaque jour sur le plateau. Et potentiellement, je vais choisir un projecteur ou une manière d'éclairer, une direction particulière qu'il allait répéter sur tout un tas de séquences parce que il voulait une certaine homogénéité, et peut-être qu'il va changer de fusil d'épaule en se disant en fait c'est pas tout à fait ça, je vais ajuster un petit peu, changer de direction, changer peut-être de gélatine pour changer la couleur des projecteurs, changer carrément de projecteur.
voilà, il y a ce truc-là de création, en fait, ça permet, en plus de faire évoluer le look et les couleurs, d'aussi rebondir tout de suite et d'avoir un retour très rapide sur ce qu'il est en train de faire et d'ajuster ça pour que ça décharge, entre guillemets, le DIT, mais en fait, c'est surtout pour qu'il ait de plus en plus des images natives qui soient le plus propres et le plus fidèles à ce qu'il voit. Parce que nous, on peut faire des retouches pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois d'un film, d'un tournage, qui en fait aurait pu être compensé dès la prise de vue. Et ça, autant le faire dès la prise de vue, parce que ce qui est fait n'est plus à faire et c'est plus efficace. Et du coup, justement, vous faites comment pour les moniteurs? Parce que pareil, la colorimétrie, l'étalonnage, ça dépend aussi du moniteur qui l'affiche, je suppose. Et comme vous devez afficher les rushs ou les films, etc. pour le chef-op ou peut-être même d'autres personnes, ça peut être sur une tablette, sur les combos ou sur d'autres moniteurs, comme vous me disiez avant en off, genre des télés ou ce genre de choses. Du coup, ça vous faites comment pour... vous préétalonnez sur un écran principal et après sur les autres, ça doit rendre à peu près la même chose? Ou est-ce que selon... je sais pas, des fois vous préférez préétalonner sur un écran plutôt qu'un autre? On a ce qu'on appelle des moniteurs de référence. C'est-à-dire qu'on a des moniteurs qui... nous, on utilise pas mal des Sony, qui sont des Sony PVM, qui sont des moniteurs dédiés à la vidéo, avec des entrées vidéo en BNC, qui sont des connectiques standards des tournages. Et des moniteurs qui valent cher, hein, ça vaut maintenant ça vaut 10-12 000 euros, des moniteurs vraiment de référence. Mais on leur fait confiance, c'est-à-dire qu'on va calibrer le point blanc, on sait que le blanc qui va nous afficher correspond au blanc standard, et on va dire sur le plateau, le moniteur qui est devant nous, c'est la référence. Il faut que tous les autres moniteurs du plateau ressemblent à ça. Si tu as un doute sur un autre moniteur du plateau, tu viens voir chez moi à quoi ça ressemble, mon moniteur est la référence. Ce qui est important sur un plateau, c'est que tous les moniteurs montrent à peu près la même chose, parce que sinon le chef-op ou n'importe qui va regarder de l'un à l'autre, il va dire « Ah bah moi je préfère cette image là » ou « Moi je préfère ça ». « Ah pourquoi c'est vert là ?»« Ah pourquoi c'est plus sombre là ?» Ce qui est important, c'est d'avoir une cohérence globale dans le lieu de tournage ou dans la post-production. Et du coup, nous, on va toujours étalonner sur notre moniteur de référence. Et à partir de là, on va sortir sur iPad qui ont globalement une très bonne colorimétrie qui est assez proche de nos références. Et sur l'iPad, mais après, si on sait que notre iPad a une petite différence un peu magenta ou un peu verte par rapport à notre moniteur de référence, on va pouvoir le prendre en compte et dire au chef-op, si tu trouves que c'est un peu vert, c'est à cause de l'iPad, ou en fonction, nous on le connaît à force et on sait qu'il va nous dire ça, il n'y a pas de problème chez moi, je sais que ça marche, quoi. Donc on a un moniteur de référence chez nous et voilà. Mais après maintenant, il y a aussi des moniteurs informatiques, comme tu as toi, des OLED de chez LG, mais qui ne sont plus fabriqués malheureusement. Oups. Mais surtout, si je peux rebondir sur quelque chose, en plus d'être calibré, on recalibre nos écrans très régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, mais en fait, on les calibre pour correspondre à un standard. Et ce standard-là, il est connu de tout le monde, dans tout le monde, littéralement. Et en fait, chaque télé grand public essaye de coller au mieux à ce standard. Donc nous, on a des écrans de très bonne qualité qui peuvent afficher ce standard de manière complète et de manière précise. Donc on se dit que si c'est bien là-dessus, bon, si tous les autres essayent de tendre vers ce qu'on regarde, ben on va pas tomber très très loin. Évidemment, chacun chez lui peut changer sa télé et changer les couleurs, et ça peut ne plus ressembler du tout à ce qui était prévu à la base. Mais voilà, c'est quand même vers ça qu'on tend. Et après aussi, les iPads, c'est une bonne référence aussi parce que, mine de rien, c'est une dalle extrêmement répandue. Il y en a partout dans le monde, des iPads, tout le monde en a. Les dalles de chez ce grand fabricant américain dont on ne citera pas le nom, ils ont aussi des bonnes dalles d'ordinateur et pareil sur leur téléphone. En fait, il y a plein de gens qui regardent sur leurs ordinateurs, leurs téléphones, leurs iPads. Sachant que le monde de l'audiovisuel et du cinéma est un monde à 90% Mac, quoi. Oui. Sur les plateaux, en tout cas en post-production, c'est un peu plus divers pour tout ce qui est effets spéciaux, etc., montage, mais sur les plateaux, quasiment tout le monde a des Mac, du coup, sachant que leurs moniteurs sont de base assez corrects,
Tu sais qu'en regardant sur un iPad, tu vas te rapprocher de ce que les gens vont regarder quand ils vont regarder ce qu'on appelle les dailies. Quand ils vont regarder, parce que les dailies, on les met en ligne et les personnes clés, les producteurs, les réalisateurs, etc., vont pouvoir revenir chez eux, regarder dans un navigateur web ce qu'on a tourné le jour même ou ce qu'on a tourné depuis le début du tournage. Donc on sait que pendant le tournage, même après, ils vont regarder là-dessus. Donc c'est pas mal aussi, nous, de voir notre moniteur de référence, mais d'avoir une idée de à quoi ça ressemble sur un moniteur lambda. Enfin, lambda, pas trop dégueulasse non plus, hein. Mais lambda, voilà, on sait qu'on n'est pas trop loin, ça ressemble, l'intention qu'on a mise dans l'image est retranscrite sur ce moniteur, et voilà. Mais c'est la même bataille avec un étalonnage final, c'est-à-dire que ton étalonnage final, tu vas ne le voir que comme tu l'as vu, que dans la salle d'étalonnage. Le moment où tu sors de la salle d'étalonnage, tu auras autant de versions de ton étalonnage que de moniteurs existent dans le monde, quoi. Et d'environnement Et dans lequel tu d'environnement, regardes encore plus. ton image. Ouais, parce que Une salle d'étalonnage, c'est calibré, c'est dans le noir, c'est un environnement très contrôlé. La télé de tout un chacun dans son salon, elle n'est pas dans un environnement contrôlé. On les regarde autant de nuit que de jour. Avec un éclairage LED pour violet autour, voilà, et tout ça fausse la vision du moniteur. Enfin, de l'image qui est affichée sur le moniteur. De nos yeux. Oui, fausse la vision. Oui. De nos yeux. De nos yeux. Très bien. Vous avez chacun travaillé sur des projets assez différents comme les films Acide de Juste Philippot, Belle et Sébastien 3 de Clovis Cornillac pour Thomas, et le court-métrage À bras les corps d'Alexandra Yermak, ou encore la série Parallèle pour Esteban. Quelles sont les principales différences entre les projets, de par leur nature, un court, un long, une série, et également est-ce qu'il peut y avoir des différences flagrantes entre deux films, et comment est-ce que vous abordez des projets qui sont aussi différents? Alors, tous les projets sont différents. En fait, ce qui est assez excitant et intéressant dans nos métiers, justement, c'est la non-routine. C'est que chaque projet est un prototype. Littéralement, je sais plus qui m'avait dit ça quand je débutais, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'industrie, on ne fait pas à la chaîne. Chaque projet est un prototype et unique. Et au début de chaque projet, les contraintes sont différentes. Les collaborateurs sont différents. On n'a pas le même labo, on n'a pas le même diffuseur, on n'a pas la même caméra, on va pas forcément utiliser le même logiciel pour étalonner. Donc chaque projet, et puis surtout c'est pas les mêmes lieux. On va pas avoir les mêmes histoires, on va pas avoir les mêmes contraintes à tous les niveaux, de saison des fois, enfin voilà. Belle et Sébastien, c'était un film qui était à la montagne, qu'on a tourné, qui était hyper compliqué, parce qu'il y avait des trucs, je me souviens, ils montaient en motoneige, t'avais un quart d'heure de motoneige pour aller sur le décor, du coup moi j'étais au chalet, oh là ce tournage c'était stylé, j'étais au chalet là, on avait un chalet full luxe, j'étais en bas, je faisais que les datas, c'était vraiment pépère. Et Acide, du coup, pour le dire, qui était très différent, parce que là, j'étais vraiment dans une collaboration où, du coup, Belle et Sébastien, je faisais que data manager, il n'y avait pas d'étalonnage. Et Acide, il y avait vraiment de l'étalonnage. Et là, c'est vraiment un film qui, en plus, a un travail d'évolution d'étalonnage du début à la fin, parce que c'est une histoire de pluie acide qui ronge l'environnement. Du coup, les couleurs évoluent au fur et à mesure du film, parce que les pluies deviennent de pire en pire. Du coup, il y avait un travail hyper intéressant avec Pierre Dejonde, chef op, sur cette évolution-là, et l'étalonneuse aussi, à qui on a fait pas mal Raphaël Dufossé, à qui on a fait pas mal d'allers-retours. Et on avait plein de décors différents. Moi, j'étais NIRSET, donc je les ai suivis partout. On a eu de la Belgique, on a eu en France, et voilà, qui sont très différents. Mais du coup, ce qu'il faut surtout, c'est bien préparer avant. C'est d'essayer même si des fois c'est compliqué d'avoir les infos, mais d'avoir essayé un max d'infos, et surtout de faire des réunions de pré-production où tu mets tout le monde autour de la table. Bon, maintenant c'est souvent des tables virtuelles, on fait souvent ça en mode visioconférence, ce qui est aussi bien, ça permet de gagner du temps. Mais du coup, surtout bien se mettre d'accord avant le tournage, avec toute la post-production, les gens clés sur le plateau, sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et de bien se mettre d'accord pour bien préparer. Mais après, c'est ça qui est vraiment excitant dans nos métiers, c'est qu'il n'y a pas de routine, quoi. C'est que chaque projet est différent, c'est une équipe différente, et voilà, et on voit des gens différents, des décors différents, et c'est ça qui est chouette. Bah, juste pour rebondir, là, Parallèle, le court-métrage, c'est trois exemples assez intéressants. Le court-métrage, c'est un film où j'étais plus une supervision technique et de la préparation pour le tournage. Parallèle, c'était une série en IR7 où il y a d'autres enjeux et plus d'étalonnage. La saison 3 d'Emily in Paris, c'était pour le coup mon premier tournage de fiction
en on-set. Et là, bah, il y avait toute une autre prépa que j'avais encore jamais faite à appréhender. Travailler avec un chef opérateur chevronné américain, tout en anglais, donc gérer toute la partie en live, gérer les diaphs, savoir ses attentes à lui de moi sur le plateau. Est-ce qu'il veut que je parle de lumière? Est-ce qu'il veut pas que je parle de lumière? Ça, c'est... En fait, moi, c'est la prépa, ça revient toujours à parler avec un chef opérateur et essayer de comprendre en fait ses attentes et ce vers quoi va vouloir qu'on aille, et surtout sa manière de travailler en fait, parce que il y a des choses que je dis avec certains chefs opérateurs parce que je les connais, c'est des potes, je peux me permettre de dire n'importe quoi parce que je sais que le week-end on ira faire de la moto ensemble. Il y a d'autres chefs opérateurs, c'est la première fois que je travaille avec eux, je connais leur réputation et je vais être plus sur mes gardes sur ce que je vais pouvoir dire et à quel moment. Donc moi ouais, la prépa et aborder un projet, c'est vraiment ma collaboration avec le chef opérateur. Le reste et la partie technique, bon, bah faut la faire, chaque projet a ses petites subtilités, mais dans le fond, je trouve que ça se normalise de plus en plus, la manière dont on fabrique un film en numérique aujourd'hui, et les attentes, quand il y a un DIT en tout cas, bon, c'est souvent les mêmes, il y a des petites variables qui changent, mais c'est pas très important. Ok. Justement, vous avez parlé pas mal du fait qu'il y avait pas mal de réunions en amont, etc. Vous étiez conviés. Du coup, à quel moment le DIT il est appelé dans la production du film? Enfin, est-ce que c'est au tout début? Est-ce que c'est... Le plus tôt, c'est le mieux. Ouais, comme on dit, mais bah, c'est extrêmement variable, hein, parce que ça peut aller de... Je sais pas, il y a des projets que j'ai su 3 mois avant, et puis il y a des projets où tu es au courant une semaine avant, quoi. Ça dépend vachement de la production. Bah, comme toi, un peu le projet sur lequel tu es en ce moment, ça a été, je sais pas, t'as été genre 3 semaines avant le premier jour de tournage, quoi, t'as été embauché, donc ça dépend vachement, c'est très variable. Idéalement le plus tôt possible, parce qu'on a le temps du coup d'amener un peu, d'arriver avant que tout soit établi, et de pouvoir du coup orienter les décisions en fonction de notre expérience et de ce qui nous semble le plus logique. Voir venir des pièges. Voir venir les pièges, et du coup essayer de les désamorcer. Ouais. Mais ouais, idéalement le plus tôt possible. Si ça peut être 3 mois, c'est l'idéal. Et puis surtout d'être déjà en amont sur les envies du chef opérateur, sur les essais d'étalonnage, parce que tu as des séances d'étalonnage avant le tournage pour trouver le look, quoi, la recherche du look. Et là, c'est hyper intéressant pour nous d'y être, pour entendre le chef opérateur et l'étalonneur parler, parce que nous, on est des sous-étalonneurs entre guillemets, c'est-à-dire que moi je me considère pas étalonneur def avec la connaissance de la couleur et la créativité d'un étalonneur final, et c'est là aussi hyper intéressant d'être un peu la petite souris pendant la séance d'étalonnage, d'essai d'étalonnage, et de voir, de les entendre discuter entre eux, de voir comment l'étalonneur travaille pour pouvoir travailler de la manière dont il travaille, et de voir ce que demande le chef-op et comment il y répond et ce qu'ils trouvent ensemble et ce que le chef-op aime et pourquoi il aime tel look et tel look, qu'est-ce qu'il aime dans ce look, pour comprendre et essayer de lui donner au maximum ça pendant le tournage et gagner du temps du coup pendant le tournage, parce qu'on a déjà avant d'arriver une bonne idée de la chose, quoi. Donc ouais, le appeler le plus tôt, c'est le mieux. Oui. Je suis d'accord avec Voilà. ça. Mon premier projet en DIT, on m'a appelé une semaine avant. J'avais jamais fait ce métier. Une semaine avant. Il y a un gars qui t'a passé un tutoriel Ouais, tout à fait. un beau document bien rédigé sur Absolument. comment faire un workflow, et c'est parti. Hein. Tout à fait. Et puis une hotline, et puis... Ouais, c'est surtout ça. Ouais. La hotline a bien aidé, mais ouais, plus on a de temps en amont, plus on peut aborder les choses, les anticiper. Et ça revient à ce que je disais, créer une relation avec un chef opérateur. Ça prend du temps. Peut-être que plus c'est en amont, peut-être qu'on se mettra à parler de films, peut-être qu'il donnera des références de films à aller voir, peut-être qu'il parlera d'une expo qu'il a vue. C'est peut-être rien à voir avec le film, mais ça permet de cerner aussi sa sensibilité et de se dire, ah d'accord, lui il aime bien, j'en sais rien, le modernisme. Ou la photographie, ou l'impressionnisme, ou j'en sais rien, le cubisme, enfin, ça peut diriger, tout est bon à prendre, je pense que c'est un tout, en fait, ça reste un art, une sensibilité, ça se nourrit des autres arts aussi. Et du coup, qui va demander, la ligne DIT, ok, elle est présente sur pas mal de projets, mais du coup, qui fait la demande pour trouver cette personne? Parce que comme vous avez une relation assez étroite avec le chef-op,
Du coup, est-ce que c'est cette personne-là, le chef op, qui va directement conseiller un DIT, ou est-ce que c'est les prods qui vont chercher des DIT directement? Non, c'est avant tout le chef opérateur. Clairement, vu qu'on est un de ses collaborateurs proches, de la même manière qu'il va choisir son chef machino et son chef électro, il va choisir son DIT avec quelqu'un en quel il a confiance, s'il en connaît. Après, s'il en connaît pas, bah, c'est le jeu du réseau où il va demander aux gens qu'il connaît et qui il fait confiance, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander? Moi, quand un chef opérateur me demande, avant tout, je me renseigne sur le projet. Je me renseigne sur le projet pour essayer de lui conseiller quelqu'un qui est adapté à ce projet et je sais que ça fera l'affaire et que ça marchera, quoi. Donc c'est vraiment le chef opérateur. Et puis après, bah, si le chef opérateur, son DIT habituel est pris, qui trouve personne d'autre, bah, ça rebondit à droite à gauche. Hein. C'est vraiment l'histoire du réseau. Ça va être le producteur, ça va être un tel ou un tel qui va dérouler la post-production, qui va parler, bah, nous on connaît cette personne-là, on aime bien travailler avec, etc. Quoi. Le jeu des recommandations. Et est-ce que vous pouvez nous parler de comment se passe une journée type sur un tournage? Bah, du coup, il y a un peu 3 journées types, si je comprends bien, parce qu'il y a Data Manager, On-Set, Near-Set, mais bon, si on Bon, on va simplifie dire, on un peut peu. faire Data Manager, DIT On-Set, selon... Après, Near-Set. Ah, DIT Near-Set, pardon. Data Manager, DIT Near-Set. Tu vas arriver le matin. Moi, souvent, quand je fais ça, j'arrive en décalé. Parce que je sais que je finis un peu plus tard. Du coup, j'arrive un peu plus tard le matin, sachant que tant que t'as pas de carte, en vrai, t'as pas de travail. Donc, il faut qu'ils aient tourné un peu pour récupérer une carte caméra pour pouvoir travailler. Le matin, selon les tournages, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est de faire la vérification des rushs. C'est-à-dire que quand tu es en Data Manager ou en IR7, tu vas regarder tout ce qui a été tourné à 25 images, donc en vitesse réelle de ce qui a été tourné, et tu vas noter tous les défauts que tu vois. Tu vas dire, ah, là il y a une perche, ah, là il y a tel élément de décoration qu'on voit, ah, là il y a ça, ah, là il y a un pixel mort. Et voilà, et donc tu as ce travail-là à faire où tu relis tout tranquillement. Donc souvent tu vas arriver le matin, tu vas faire la vérif de la veille et tu vas noter tous ces défauts-là. Puis après tu attends que tu aies une carte qui arrive, tu la décharges, et puis tu vas rentrer les métadonnées de prise, de scène, de qu'est-ce qui est cerclé, les prises cerclées c'est les bonnes prises, etc. Et puis ensuite, une fois que tu as fini de décharger, tu vas passer dans ton logiciel d'étalonnage. Tu vas commencer à appliquer tes plans, tu vas faire du coup, tu vas regarder les images de référence qui correspondent à ça, tu fais des allers-retours, etc. Tu es content de ce que tu as fait, tu vas voir le chef-op. Voire même avant de commencer à étalonner, tu peux, avant d'avoir même la première carte, tu peux déjà aller voir le chef-op et demander, bah, du coup, dans le décor, est-ce que tu as des intentions par rapport à ce que tu vois toi sur ton moniteur? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire différemment, plus contrasté, plus froid, plus chaud, quelque chose qui te gêne? Et du coup, ça nous donne déjà une première direction pour un premier jet. Donc, on va faire notre premier étalonnage, on revient lui montrer, il nous fait un retour et ainsi de suite. Puis, dès qu'il est content, on envoie les transcodes. Donc, on va essayer de récupérer le son, on va faire envoyer les transcodes et puis ainsi de suite. Et puis, ta journée est lancée. Et puis après, la carte d'après, la carte d'après, la carte d'après. Puis après, tu as la fin de journée. Et puis, en fin de journée, tu fais vite ta dernière carte parce que tu as envie de te barrer. Tu vas faire exporter tes rapports, envoyer les rapports aux bonnes personnes, tu vas mettre en ligne les délices sur les sites pour que les gens puissent regarder ce qui a été tourné sur le plateau, et puis tu vas vite finir la navette parce que tu as un régisseur qui attend la navette pour l'emmener au labo, tu la donnes, tu fermes le camion et tu te barres. Parce que généralement tu es le dernier, bien évidemment. c'est vrai. Ça ressemble à peu près à ça, à quelques subtilités près. Oui. Je pense que en fonction des demandes et des tournages et des temps qu'on a. Moi, par exemple, j'étalonne jamais le soir. En fin de journée, je suis fatigué, je fais plus confiance à mes yeux. Donc, je considère que le matin, j'arrive et en fait, moi, je travaille un peu en demi-journée et en décalé. Donc, l'après-midi, je travaille sur ce qui a été tourné le matin et le matin, je travaille sur ce qui a été tourné l'après-midi de la veille. Mais au bout de cette chaîne, donc avant midi, ça me permet aussi de revoir tout la journée de la veille, parce que tout est enfin étalonné, je peux m'assurer que tout est raccord. Là, potentiellement, je vais sortir des styles sur mon iPad, aller voir le chef-op, lui faire valider avant de lancer des exports, parce que les exports, ça monopolise la machine, potentiellement, ça prend du temps, et s'il y a des exigences après de mise en ligne et des envois, modulo le réseau qui est en France est bon, mais pas forcément dans la pampa, dans la montagne, dans un château. Ben, on n'a pas forcément le réseau idéal pour envoyer des tonnes de données. Ben, parfois, il y a cette pression-là de devoir vite lancer des choses pour pouvoir avoir fini de les exporter 4 heures plus tard, parce qu'on sait que ça va vraiment prendre 4 heures à envoyer.
Donc ça, c'est pour la partie data NIR7. Pour la partie on-set, c'est très différent parce que on vient à l'heure de la convocation des équipes techniques, en particulier l'équipe caméra, parce qu'on sort notre roulante et on va s'installer sur le décor chaque jour avec l'équipe caméra, comme eux doivent sortir tout leur matériel d'un camion, l'installer sur un décor, préparer les caméras. Et nous, on s'installe, on trouve une bonne place sur le décor. Encore une fois, ça c'est un truc politique, trouver une bonne place. Pas trop loin, pas trop près, y a un truc à jauger. Et après, bah voilà, on fait toute la journée avec eux, on suit les plans, plan par plan, on assiste le chef opérateur, on fait des allers-retours avec lui. Parfois, il y a des chefs opérateurs qui cadrent, donc ils sont pas à côté de nous pendant les prises. Donc on leur fait des retours peut-être entre les prises, de lumière, de choses qu'on a vues, de cadrage, de plein de choses différentes. Parfois, le chef opérateur est assis à côté de nous pendant les prises, et là, du coup, on peut avoir des discussions. Là, je suis sur un film où le chef opérateur cadre, donc je suis pas avec lui, donc on a un peu moins d'échanges. Le cas d'Emily in Paris, le chef opérateur ne pouvait pas tourner un plan si j'étais pas à ma roulante avec lui. On ne pouvait pas lancer le moteur. Il était un petit peu psychorigide, mais c'était son caractère. J'étais un allié sur lequel, grâce à la relation qu'on a créée, il s'appuyait vraiment. Il avait besoin de moi tout le temps. Donc ça, c'est très prenant et c'est là où ça rejoint ce qu'on disait plus tôt. On ne peut pas forcément tout le temps s'éclipser pour aller faire de l'étalonnage dans un environnement contrôlé sur une autre roulante peut-être qui est plus au calme ailleurs quand on est en live. Donc finalement d'avoir ce petit combo déporté où il peut voir les images, où moi j'ai enregistré tout ce qu'on a fait depuis le début de manière compressée pour que s'il dit « Ah, tu te souviens le J23, on avait tourné dans ce même décor, est-ce que tu peux me ressortir la séquence que je vois les réglages de la caméra? Ou est-ce que tu peux me dire à quel diaph on avait un tel jour ou quelle température de couleur ?» Et tout ça, c'est des métadonnées et des informations qu'on garde dans un ordinateur pour pouvoir lui ressortir et lui apporter ce soutien technique pour chaque plan, pour chaque décor. Du coup, en fait, si je fais un parallèle un peu bizarre, ce serait un peu comme le DIT serait le script du chef-op, en fait. C'est pas un parallèle si bizarre, c'est plutôt un bon parallèle. Pour vulgariser la chose, c'est un peu ça. Quelle a été la chose la plus challengeante que vous ayez vécue sur un tournage? Moi c'était vraiment ma première série en DIT. Thomas m'a appelé une semaine avant le début du tournage, en sachant que d'habitude on a une semaine d'essai. Moi j'étais à Montpellier à ce moment-là et les essais étaient à Paris. Avoir 5 jours pour annuler le tournage sur lequel j'étais, traverser la France et commencer à récolter toutes les informations, faire des essais pour un métier que j'avais encore jamais fait, même si j'avais, je pense, toutes les compétences, toutes les armes pour le faire. Partir sur ces essais dans un temps record, suivi d'une première semaine de tournage où on avait une quantité de rush assez importante, à savoir on était à, je crois, entre 3 heures et 4 heures de rush par jour, dont au moins 2 heures et demie cerclées. Et c'était un tournage sur lequel je devais faire DIT NIR7, donc les copies. Je devais faire de l'étalonnage pour un chef opérateur qui était exigeant, avec qui j'avais jamais travaillé, et moi j'avais rien à lui montrer. En fait, j'étais personne, donc il pouvait pas me faire confiance d'emblée. Donc il devait tout de suite être exigeant et qu'on s'accorde très très vite là-dessus. Et en plus de ça, je devais faire la vérification technique. Donc je devais regarder les 2 heures et demie de rush par jour à vitesse réelle et faire des rapports là-dessus. Donc ça prend plus de 2 heures et demie parce que faire pause, revenir en arrière, s'assurer que c'était ça qu'on a bien vu, faire le rapport, ça vite, ça fait 3 heures et demie dans la journée. Sur une journée, c'est monstrueux, c'est quasiment une demi-journée. Pour arriver à rentrer tout le reste avec cette quantité-là, moi, c'était un des tournages les plus challengeants. Surtout que le premier jour, vraiment, je suis arrivé avec les images assez fier de mon étalonnage. Et le chef opérateur m'a dit c'est super, mais on va tout recommencer parce que ce n'est pas du tout ça. Et à juste titre, et c'était juste, lui, il avait une image, on n'avait pas du tout le temps de vraiment se parler de ses attentes. Et voilà, je me retrouve J2 à devoir recommencer toute la première journée et en plus d'assimiler le début de la deuxième journée. Cette semaine-là a été très très chaude. Le tournage s'est bien fini.
mais encore aujourd'hui, et je me suis fait la remarque plusieurs fois sur des tournages après, avec ce même chef opérateur, de me dire mais comment est-ce que j'ai pu assimiler autant de travail, parce que la vérification vraiment ça me prenait un temps fou et je comprenais pas comment j'arrivais à faire autant d'étalonnage et autant de vérif et autant de tâches. Je pense que avec du recul, maintenant je passe plus de temps à étalonner parce que j'affine plus, je suis plus exigeant, je connais plus ses attentes, donc oui on pourrait se dire bah je vais plus vite, mais non en fait on va plus loin. Lui maintenant qu'il sait qu'on se comprend, bon bah il en veut de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et c'est bien. Et je pense que du coup je faisais des étalonnages qui étaient moins bons à l'époque, mais ça ouais, ma première expérience c'était vraiment la plus challengeante aujourd'hui. En termes de challenge, j'avais fait un film en 2017 qui s'appelle Interrail, qui était en gros, on est parti de Paris en train et on a traversé l'Europe en train, et le principe c'était qu'on filmait dans les trains. Et du coup, là c'était un film vraiment fauché, on avait 1 million pour faire le film, ce qui est vraiment pas beaucoup pour faire un long métrage. Et on avait un DIT parce qu'on avait la contrainte de voyager et de monter en parallèle et d'envoyer, de mettre en rush, en ligne les délices tous les jours, etc. Et j'avais aussi un chef opérateur qui avait des intentions d'image assez poussées parce qu'il avait justement fait le repérage avec une caméra dans tous les décors d'Europe qu'on avait fait. Et il avait littéralement 40 looks différents en fonction, il avait préparé les trucs pour tout. Et du coup, il y avait le challenge de... un jour, on n'était pas dans le train, on était à Berlin, par exemple, j'avais ma roulante sur lequel j'avais tout mon matériel, et puis bam, demain on prend le train, hop, fallait tout dépouiller. Et puis le train, il n'était pas dédié pour nous, hein, c'était un train, n'importe quel train, et là, t'avais 3 minutes pour monter toute l'équipe et tout le matériel dans le train. Et après, tu bossais dans le train, sur l'électricité du train et tout, on n'avait pas de batterie, c'était une galère. Et puis voilà qu'on arrive à Sofia... pas à Sofia... On était arrivé en Serbie, qui est du coup pas l'Union Européenne, et là mon Mac Pro tombe en panne. Carafe. Carafe. Et là je peux plus rien faire. Heureusement le chef-op avait un bon MacBook Pro, donc j'ai pu commencer à étalonner, mais impossible de faire les transcodes, pas assez puissant, donc j'étalonne, et la prod fait tout ce qu'elle peut, elle appelle le loueur en France, il nous envoie un nouveau Mac Pro et tout, bam bam. Et là je vois le Mac Pro et ça met déjà 3-4 jours, ça reste bloqué à la douane. Là je vois le Mac Pro qui arrive et il m'amène le flycase, je vais, c'est pas un Mac Pro. Mais si, regarde, il y a écrit Mac Pro dessus. Bah non, un Mac Pro ça rentre pas dans un flycase comme ça. J'ouvre le truc, c'était un autre MacBook Pro. J'étais au bout du rouleau. Oh non. ça avait mis 5 jours parce que le truc est arrivé un vendredi. Donc on a eu de la chance, on avait le week-end. Et après, ça avait mis 3 jours, on était genre le jeudi. Et là, je voyais, j'avais 3 jours dans les dents, pas transcodé et tout. Et je voyais le truc, j'étais presque en train de pleurer, quoi. Je disais, mais c'est pas possible. Et là, elle m'a regardé, elle a fait, ok, bon. J'appelle un gars à Paris, prends un avion demain, il nous retrouve à Sofia après-demain et t'auras ton Mac Pro. Et du coup, je me suis retrouvé avec mon Mac Pro à Sofia, dans la chambre d'hôtel, avec les trucs qui ventilaient de ouf. Je fais, ok, c'est mort, je peux pas avoir ça. J'ai mis ça dans la salle de bain, j'ai lancé les transcodes toute la nuit et c'est parti, quoi. Bon, les petites anecdotes comme ça, quoi, c'est rigolo. Et du coup, à l'inverse de cette petite galère-là, quels sont le ou les meilleurs moments que vous avez vécu grâce à ce travail ? Le même film, Interrail, pareil, c'était exceptionnel, c'était incroyable. On était une équipe tous très jeunes, et puis d'avoir voyagé à travers toute l'Europe. On avait fait Berlin, Budapest, Belgrade, Sofia, on était allé jusqu'à Varna sur la côte de la mer Noire en Bulgarie, et après on était revenu jusqu'à Thessalonique en Grèce. C'était exceptionnel, quoi. C'était 1 mois de voyage, mais aussi de travail intense, mais en même temps on noue des liens avec les gens, quoi, et c'est un souvenir que j'aurai toujours, quoi. Ça, c'était... Et puis même Belle et Sébastien, c'était exceptionnel, le tournage à la montagne, dans les Alpes en hiver, on avait des logements géniaux, ça donnait sur les pistes, on allait faire du ski le week-end et tout, avec des gens avec qui on s'entendait, c'est vraiment... Moi, ce qui me reste énormément des tournages, c'est l'accomplissement et la satisfaction de voir des films qui sont chouettes, mais aussi l'aventure humaine. L'aventure humaine, vraiment, ouais, carrément. Sur tous les tournages. Moi, je sais pas si j'ai un moment, c'est assez non, c'est difficile. le ou les moments. Ouais, le ou les moments, mais même, je savais pas vraiment en identifier un ou des. Je pense qu'un peu comme Thomas, c'est vraiment une histoire humaine, et quand ça se marie à un décor un peu exceptionnel,
des conditions de fatigue vraiment importantes qui C'est font vrai que ça que joue la les émotions fatigue. sont Ouais. exacerbées et qu'en plus de ça, les choses marchent bien et que le travail est bien fait et qu'on est fier de soi. Je peux te dire que- C'est vraiment magique en fait. Et c'est surtout que du coup, avec l'état de fatigue dans lequel on est, les fêtes en province, quand on est en région et tout, sont toujours assez exceptionnelles parce que tout le monde a besoin de relâcher la pression. Et c'est vraiment toujours n'importe quoi. C'est tellement drôle, quoi, parce que du coup, on passe des moments, on s'en souvient longtemps, quoi. Même quand on va faire des salons techniques entre DIT. Ah bah ouais, là on est allé c'est à marrant. Amsterdam, à l'IBC, qui est le plus gros salon d'audiovisuel européen en septembre, avec Esteban et quelques autres collègues. Et bah ouais, on en garde des super souvenirs, parce que du coup c'est des moments qui sont hors travail au final, mais où voilà, voilà, on va à des apéros, on passe du temps ensemble, et c'est chouette, quoi. Bah, c'est de l'humain encore une fois de plus, quoi. On passe des moments chouettes, quoi. Et du coup, comme vous êtes sur les tournages, est-ce que vous avez des petites anecdotes? Ça dépend. J'en ai une bien, moi. Ok, très Ah, bien. j'en bah, ai vas-y, une belle anecdote. Moi, faut C'était sur m'orienter, quoi. C'était sur la saison 1 de Lupin. 2 fois, ça m'est arrivé 2 fois, les gars. Je m'en souviens encore. Du coup, tu sais, DIT, tu finiras un peu plus tard que les autres. Des fois, un peu beaucoup plus tard, quand il y avait 2 équipes. Il y en avait une dans les catacombes, il y en avait une qui était place d'Enfer Rochereau, qui tournait beaucoup. Et du coup, tu finis vraiment plus tard que les autres. Et du coup, t'as fini ta journée, il n'y a plus personne. Bon, tu leur as dit, vous m'oubliez pas, les gars, hein, vous laissez le camion là. Et puis tu vas jusqu'à là où était le camion, qui était garé assez loin, à 500 mètres. Puis tu arrives là où était garé le camion, et puis il n'y a plus de camion. Et il n'y a plus personne. Il y a juste toi, avec ta roulante, Ça m'est déjà arrivé aussi. sur le trottoir. Et là, tu vois, mais les gars, je vous ai dit, quand le haillon il est ouvert, c'est que c'est pas fini. Je suis le dernier, et quand je sais que je ferme le haillon quand j'ai terminé. Si le haillon n'est pas fermé, c'est que je ne suis pas dans le camion. 2 fois, ils me l'ont fait sur ce tournage, 2 fois. Où t'arrives, t'es vénère, enfin t'as fini ta journée, t'es content, et t'arrives au camion, il n'y a plus de camion. Ça, c'est les petites anecdotes un peu désagréables. Puis il est souvent très tard. Ah bah bien évidemment, s'il est pas Et c'est- 23h... c'est des heures où les gens ont plus vraiment envie de répondre à leur téléphone. Si, non, de la faire régie, demi-tour. si, la régie toujours, mais H24. oui, H24 c'est sûr, mais quand même il y a un petit. Si, non, Pourquoi mais, tu m'appelles Bah, le convoyeur, le chef des convoyeurs, maintenant il me connaît. Hein. Chaque Ouais. fois qu'il me voit, il me dit désolé. Ça c'est drôle. J'en ai une comme ça, c'est tourner sur la Tour Eiffel. C'est vraiment l'horreur. En fait, On s'attendait pas à ça, je Ah non, pense. non, mais vraiment, c'est un décor somptueux et c'est magique d'aller là-bas. Mais on est convoqué 4 heures avant notre début de journée parce que il faut passer à la sécu de la Tour Eiffel. Ensuite, il faut faire rentrer les camions dans l'enceinte de la Tour Eiffel. Ça, c'est pas forcément toujours gagné, même si on a des autorisations et que c'est prévu à l'avance. Ensuite, il faut attendre notre tour pour le monte-charge parce que quand la Tour Eiffel ferme à 19h30 ou je ne sais quelle heure, nous on a pu monter 1 ou 2 fois avant pour aller repérer. On avait tourné dans le restaurant. Le Jules Verne, je crois, c'est ça, le restaurant sur la Tour Eiffel. Bon, bah, on était monté, on avait vu le restaurant, fait un peu de repérage technique pour savoir où est-ce qu'on allait pouvoir passer, parce que c'est quand même exigu là-dedans. Bref. Mais quand la journée se termine, pour les visiteurs, là se mettent en marche tous les ouvriers qui travaillent toutes les nuits sur la Tour Eiffel. En fait, la Tour Eiffel, ils repeignent la Tour Eiffel quasiment toutes les nuits de toute l'année. Parce que ils ont des plages où ils repeignent certains morceaux. Ils Ouais. repeignent pas tout d'un coup. Puis une fois qu'ils sont arrivés voilà, à un bout, ils reprennent à l'autre. Quoi. Exactement, c'est à peu près ça. Donc en fait, il y a un défilé de techniciens et d'ouvriers, de ménage, d'entretien, de techniques qui prend le monte-charge. Il n'y a qu'un seul monte-charge. Donc nous, avec tout un matériel de tournage, monter des projecteurs, des roulantes de caméra, des combos de vidéo, des combos et des roulantes de DIT, enfin... Donc là, il y a tout ce temps-là qui est pris. Il faut monter en haut. On tournait en été, donc évidemment, arrivé en haut, ben là, on attend le coucher du soleil et qu'il fasse nuit, parce que c'est une séquence de nuit. On tourne toute la nuit, donc là, la fatigue s'accumule. 8h du mat, 7h du mat, je sais plus, le jour se lève. Et là, il faut quitter la Tour Eiffel. Et pareil, là, c'est la queue au monte-charge. Il faut descendre chacun notre tour. On remplit les monte-charges à craquer, mais en fait,
c'est à la fois magique parce qu'on est sur la Tour Eiffel, il y a une vue incroyable, un coucher de soleil sur la Tour Eiffel c'est quand même assez agréable, surtout quand c'est avec des copains dans cette ambiance de fatigue et de travail où on est content, c'est excitant, mais il y a des contraintes aussi qu'il ne faut pas oublier et qui sont pénibles parfois. Et une anecdote sur le sommeil, sur Emily in Paris, il y avait un album de photos de moi qui dort sur les décors. Ah ouais. Je faisais des micro-siestes parce que je suis adepte de ça et il y a vraiment un album de moi qui dort sur le bord du canal Saint-Martin, dans les décors en studio, sur la Tour Eiffel, enfin couché sur le haillon en plein Paris, il y en a partout. Ouais, ça c'est rigolo. J'en ai quoi. pas mal comme ça, il y a vraiment pas longtemps, on tournait de nuit au Louvre, il faisait très bon, c'était au mois de septembre, il faisait encore genre 26, 27 la nuit. Et il y avait un grand tabouret haut devant le moniteur, j'étais DIT on set, et je me suis endormi. Et c'est le premier assistant caméra qui est venu me réveiller en mode « Elle était bien la répète ?» Comment ça, il y a une répète? Et là, je me suis retourné, j'ai regardé les mecs de la vidéo, je me suis dit « Putain, vous avez pu me réveiller, il y avait une répète !» Je suis bien passé pour un tocard, tiens. Ouais, je me suis déjà endormi, un peu comme toi, mais à côté d'un chef-op pendant une prise. Ça, c'est pas mal. Ah, tu vois qu'on en a des anecdotes. Anecdote sommeil. Pas mal. Du coup, dernière question. Quel autre métier du cinéma pensez-vous n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode? Plumassier. Quoi? Non, c'est une vanne. En fait, on est dans des discussions. Notre métier de DIT n'est pas dans les conventions de cinéma. Donc, il n'y a pas une ligne. On n'est pas payé en tant que DIT. Et pourtant, il y a une ligne dans les conventions pour le métier plumassier. C'est quelqu'un qui va s'occuper des plumes, surtout sur les films d'époque, pour mettre des plumes sur les chapeaux et autres vêtements qui sont ornés de plumes. Pour trouver un plumassier. Exactement. Mais il n'y a pas DIT, ni data manager, ni opérateur vidéo, ni opérateur rien vidéo, de tout ça. Que dalle. Ça répond pas à la question, on va y répondre. Non, mais c'est une belle anecdote. Ouais, c'était pas mal, franchement. Tu pourras la catégoriser en anecdote. Oh non, franchement, je vais la laisser là. Elle est trop bien à ce moment-là. Alors attends. Non, mais vraiment, les régisseurs, c'est un peu les héros oubliés des tournages parce qu'ils sont payés au lance-pierre. Alors, les hauts postes, les postes les plus élevés de régisseurs, qui sont vraiment les postes d'organisation, sont bien rémunérés, mais les plus bas postes de régisseurs, qui sont au final rapidement sur un petit tournage, déjà, ils sont vite 4, 5, 6. Ouais, sur les gros tournages, ils sont genre 20, 30, 40, tu vois. Bah, c'est vraiment les gens qui sont passionnés par leur métier et qui vont te filer des coups de main tout le temps, qui vont faire les choses les plus petites, de aller chercher un café, d'aller faire les courses pour la table régie, d'aller acheter des biscuits, de conduire un tel d'un endroit à un autre, etc. Et au final, c'est des gens qui sont pas forcément reconnus pour ça. Et moi, je leur dis un grand merci ce soir. Vraiment, c'est sans eux, il y aurait pas de tournage. En fait. Parce que nous, on arrive le matin, tout est prêt, tout est installé. Alors nous, on est des enfants gâtés. On nous dit, la boîte à clés pour votre camion, elle est là. Mais le camion, il est garé à 2 pas du décor. Le camion, il est là. Voilà. Là, c'est là. Le décor, il est là. La table régie, elle est là. Nous, on est là depuis 2 heures. Toi, tu débarques, la gueule enfarinée. Voilà. Mais tout est prêt pour toi. Voilà, sur le décor est protégé. Tout est protégé avec de la moquette, du papier bulle sur le sol. Parce qu'on sait que vous êtes tous des sauvages, des techniciens, que vous allez niquer le décor. Ça va nous coûter 5000 balles de remise en état. Non, la régie vraiment exceptionnelle. Et puis à tous les niveaux, quoi. Qui anticipent nos besoins, qui sont là pour répondre à nos besoins, même de dernière minute, les plus obscurs. Voilà. Sinon, en métier caché, il y a quand même le métier d'étalonneur, qui est un de nos collaborateurs dont vous en savez normalement un petit peu plus après ce podcast, mais c'est vraiment assez chouette d'aller rencontrer un étalonneur, ouais. Parce qu'il arrive à la fin et c'est lui qui donne vraiment la touche finale sur le film, sur l'image, qui va aller dans les détails, mettre en valeur des choses, en cacher d'autres, et créer cette cohérence globale qui fait que tu es englouti dans un film et que tu t'en ressors à la fin et que l'image t'a transporté, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps, Esteban et Thomas. Avec plaisir, merci à toi. Regardez-nous, on a un métier qui est chiant à mourir, et ça se trouve, on vous a même peut-être intéressé pendant quelques dizaines de minutes. Carrément. C'est toujours un plaisir de parler de nos métiers, on est passionnés et c'est un plaisir de partager. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.